L'intelligence artificielle n'est plus une question d'experts. On peut constater que les outils ChatGPT ont défrayé la chronique ces dernières semaines, que ce soit dans l'utilisation au cœur de l'entreprise ou même au sein des universités. Et pour faire le point, un point rapide sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, quel est le contexte éthique, technique et juridique, nous avons fait appel à deux personnalités spécialistes en la matière et qui sont les auteurs d'un ouvrage à paraître au sein des éditions Anthemis, Révolution de l'intelligence artificielle. Alors, Axel Belen, vous êtes juriste de formation, spécialiste en protection des données personnelles, en droit d'auteur, blockchain et intelligence artificielle. Et Philippe Dambly, vous êtes maître de conférence à l'Université de Liège et directeur de la compagnie d'assurance CFDP Assurance Belgium. Et vous avez accepté de relever le défi de donner ce contexte de l'intelligence artificielle en répondant en 3 questions. Je vous remercie pour cela. Alors, la première question, elle est toute simple. Peut-être que la réponse le sera à moi. Quelle est, selon vous, les raisons, comment en sommes-nous arrivés là, tout simplement? Ou autrement dit, est-ce que vous pouvez rapidement évoquer l'évolution technologique qui a abouti aujourd'hui au déploiement des outils comme l'OpenIA? Alors peut-être, première chose, il faudrait peut-être définir ce qu'on entend par intelligence artificielle. Ce concept n'est pas récent, hein. Je dis une définition très intéressante a été donnée dès 1956 lors des fameuses conférences de Dartmouth. Hein, ces conférences, on a inventé le terme intelligence artificielle. Et la définition, qui est toujours d'application, était théorie et technique consistant à faire à des machines ce que l'homme ferait moyennant une certaine intelligence. Ce qui est fantastique dans cette définition, c'est qu'on ne dit pas que les machines sont intelligentes, mais qu'elles font comme si quelque part, il y avait de l'intelligence. Alors, lorsque je dis que l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, en fin de compte, comme je vous l'ai dit, 1940, 1950, 1960, toute une série de choses. Il faut savoir qu'un des fondements de l'intelligence artificielle actuelle, c'est le neurone formel 1942. Vous avez les conférences de Dartmouth 1956, et puis vous avez toute une série comme ça de développement par étapes de l'intelligence artificielle avec des âges d'or, puis des hivers, premier hiver, une autre période de développement avec des outils comme le Perceptron, comme ELISA, et puis de nouveau, un hiver, deuxième hiver. Et puis, vous avez un développement exponentiel ces dernières années, hein, avec tout ce qu'on voit, deep learning, machine learning, tout ça, et puis l'éclatement de ChatGPT. Mais donc, il y a eu comme ça un développement progressif qui s'est fait. Et donc, en fin de compte, tout ce qu'on voit, toutes les possibilités actuelles, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à plusieurs choses. C'est essentiellement l'utilisation de ce qu'on appelle les GPU, ces cartes graphiques qui ont des possibilités de calcul énormes qui sont très intéressantes pour tout ce qui est machine learning, deep learning, et d'autre part le big data, c'est-à-dire ces accès à des données massives. Ces deux éléments mis ensemble, alors on pourra ajouter aussi le développement des CPU, tous ces microprocesseurs, le fait que beaucoup de choses sont disponibles en open source, et tout ça a fait qu'on est arrivé à un moment où toutes ces recherches depuis des années qui étaient un peu limitées soit par des sets de données minimalistes ou encore par des ordinateurs qui n'étaient pas assez puissants, maintenant il y a vraiment cette explosion. Alors évidemment, ChatGPT, c'est vraiment l'élément qui fait prendre conscience à un maximum de personnes de ce qui se passe. 186 millions de comptes en mars 2023, c'est quand même une explosion énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire GPT? Mais vous avez le G de générative, c'est-à-dire c'est générer du texte en langage humain. Vous avez le P de pre-trained, c'est-à-dire que ce sont des modèles qui sont formés, qui sont entraînés sur un ensemble de données. Et puis, vous avez le T de transformer, c'est-à-dire c'est une architecture d'apprentissage qui a été développée par Google en 2017. Et c'est vraiment ces éléments qui font ça. Alors, ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est qu'il ne faut pas être informaticien. C'est ça, quelque part, qui est nouveau. C'est une banale conversation, un chat, à qui on pose des questions, ce que les spécialistes appellent des prompts, et on a des réponses. Et donc, je veux dire, le commun des mortels se rend compte des possibilités de l'intelligence artificielle. Alors, on verra un peu plus loin les opportunités, les risques qui sont liés à ça, mais donc, l'intelligence artificielle ne doit pas se voir comme une discontinuité, comme disruption, mais il y a une histoire avec des étapes et on verra encore les étapes suivantes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, immédiatement, j'ai une deuxième question. Quand là, on a un petit peu rappelé l'évolution technologique, quelles sont aujourd'hui les principales applications, mais aussi les principaux risques
qui résultent de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle? Nous avons mentionné dans le livre, à paraître bientôt aux éditions en Thémis, de multiples applications actuelles et envisagées de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle est déjà largement utilisée dans votre quotidien. Par exemple, vous l'utilisez pour ouvrir votre smartphone grâce à la reconnaissance faciale. L'intelligence artificielle est aussi utilisée dans les administrations fiscales en France ou en Angleterre pour lutter contre la fraude fiscale. En matière médicale, elle est utilisée pour découvrir de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements. En matière militaire, elle est utilisée pour analyser les millions de renseignements obtenus en temps réel. Et par les banques, elle est aussi utilisée pour pouvoir déceler, détecter des usages illicites de vos cartes et de vos comptes bancaires. Les opportunités de l'intelligence artificielle sont multiples. L'intelligence artificielle peut automatiser les tâches de routine et ainsi permettre aux entreprises d'être plus efficaces et plus efficientes. L'intelligence artificielle est utilisée pour identifier les risques et les opportunités potentielles des entreprises, leur permettant de prendre des mesures proactives, des prédictions pour atténuer leurs multiples risques. En matière de chatbot, comme Philippe l'a rappelé là tout de suite, l'intelligence artificielle peut fournir des réponses instantanées afin de pouvoir permettre aux entreprises d'être plus proactives, de mieux répondre à leurs partenaires commerciaux et à leur clientèle. Mais, comme toute chose, ces applications ont aussi malheureusement de nombreux risques. Ces risques sont multiples. Il y a par exemple des risques de discrimination. Ces outils sont en effet remplis de biais. Ces biais restent le plus grand obstacle à un développement véritablement éthique de l'intelligence artificielle. Pour éviter ces biais, il faudrait que les développeurs considèrent, lorsqu'ils développent ces outils, l'ensemble de leurs audiences potentielles. L'emprise des GAFAM, des big tech, des grandes multinationales sur la recherche en intelligence artificielle est aussi un grand risque. En effet, les GAFAM privilégient leur recherche, leur développement à des fins de profit et non pas dans un bien purement sociétal. Les risques environnementaux ne sont aussi pas à oublier. Les data centers consomment énormément d'énergie. L'exploitation aussi des micro-travailleurs et le remplacement de nos emplois est aussi un des nombreux risques. Ces micro-travailleurs, ce sont ces personnes qui, dans les pays africains, généralement, labellent les micro-data qui sont utilisés pour entraîner les intelligences artificielles. Les fake news sont aussi un des grands risques de l'intelligence artificielle. Ces outils permettent, on l'a vu avec la photo du pape habillé en ballon de Shanghai alors qu'il faisait 30 degrés, ou Macron se faire arrêter, ou Trump aussi se faire arrêter. Ces fake news sont de plus en plus faciles à réaliser grâce à des outils comme Midjourney ou DALL-E. L'autre point est que ces outils sont généralement des black box. Elles ne permettent aucune compréhension de leur fonctionnement interne et on ne peut aucunement analyser la pertinence des résultats qui sont montrés aux utilisateurs. Ces outils provoquent aussi de nombreuses discriminations et de nombreuses erreurs. Nous le mentionnons dans notre livre, mais citons-en trois par exemple. En 2016, Microsoft avait développé un outil conversationnel déjà, T. Ben, cet outil, lancé via Twitter, avait rapidement dû être stoppé. Il était devenu raciste et antisémite. Aux États-Unis, les juges utilisent Compass, un outil qui leur permet d'évaluer la récidive potentielle d'une personne déjà condamnée. Ben, des chercheurs, des journalistes ont analysé l'outil Compass et se sont rendus compte qu'il utilisait des algorithmes qui étaient racistes en se rendant compte que le scoring attribué aux personnes de couleur était plus élevé que ceux attribués aux personnes de couleur blanche, on va dire. En 2018, dernier exemple, Amazon avait développé un outil pour analyser les multiples CV qu'il recevait. Et ces outils avaient été développés grâce aux CV reçus par le passé par Amazon. Et ces CV étaient malheureusement, la plupart du temps, masculins. Ce qui veut dire que l'outil développé par Amazon excluait les CV des femmes.
Amazon a dû arrêter l'utilisation, évidemment, de cet outil. Mais revenons, pour terminer, si vous voulez bien, 2-3 minutes, sur les risques liés à nos emplois. On a souvent entendu dire que l'IA va supprimer tous nos emplois, que nous n'aurons plus rien à faire, que l'outil va mieux le faire de manière plus rapide et plus efficace que nous. Ces vérités sont à prendre véritablement avec des pincettes. Les chiffres des études varient de continent en continent. Ils sont plus négatifs aux États-Unis qu'en Europe. Et ces chiffres varient d'étude en étude. Il est certain toutefois que ces outils vont améliorer notre efficience. Elles vont améliorer notre productivité, mais dans quelle mesure, nous ne le savons pas encore. Notons que les risques concernant cette avancée technologique vont se concentrer sur les hauts salaires, les personnes les mieux qualifiées, les cols blancs, comme on dit. L'IA va aussi provoquer des modifications de certaines professions. Par exemple, dans les bureaux d'experts comptables ou dans les bureaux des entreprises bancaires ou financières relatifs à la compliance, risque d'y avoir moins de personnes actives dans ces départements ou dans ces bureaux, car ils vont être aidés, améliorés grâce à l'intelligence artificielle. Mais ces bureaux d'experts comptables vont continuer à exister. La fonction de compliance officer, légalement obligatoire, va continuer à exister, mais elle va être améliorée. Les personnes y travaillant vont être probablement moins nombreuses. Mais pour terminer sur une note un peu plus positive, notons que différentes activités, différentes nouvelles professions vont apparaître grâce à l'intelligence artificielle. Ils vont apparaître des spécialistes en intelligence artificielle, en apprentissage automatique, des ingénieurs en robotique, des ingénieurs qui vont devoir, des data analysts, des data engineers vont devoir se spécialiser dans ces différentes professions. Différentes activités vont être modifiées, d'autres vont peut-être disparaître, mais il faut garder espoir. Des activités professionnelles, il va toujours en exister. Merci Axel. On voit bien là les opportunités d'une part et aussi les risques. Et dans ce contexte, quelles sont les considérations d'ordre éthique, mais aussi d'ordre juridique qui sont posées sur la table pour cadrer cette intelligence artificielle? À ce sujet, il faut savoir que l'Union européenne et différentes autres instances internationales ou d'autres pays se saisissent de la balle et tentent de réguler l'intelligence artificielle. L'Union européenne risque d'être le premier joueur. Il faut savoir qu'en avril 2021, la Commission européenne a déposé sa proposition de règlement en matière d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'AI Act. 2 ans plus tard, ce texte est maintenant dans les mains du Parlement européen. On attend pour fin juin 2023 un vote au Parlement européen qui permettrait de commencer ce qu'on appelle des discussions en trilogue pour finaliser le texte. Les discussions en trilogue, c'est des discussions entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen pour finaliser le texte avant qu'il soit véritablement voté en séance plénière au Parlement européen et par après publié dans le journal officiel de l'Union européenne. Ce texte prévoirait, comme dans le GDPR, une durée de 2 ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec le texte avant qu'il entre véritablement en application. Ce texte prévoit en quelque sorte une classification des usages de l'intelligence artificielle. Certains usages seront totalement bannis, totalement interdits. Ce serait par exemple la biométrie à distance ou avoir, selon le texte final, un petit peu avec un temps postposé dans des espaces publics. La deuxième classification serait celle basée sur l'intelligence à haut risque, où là, les outils seraient permis, mais subiraient différentes obligations d'analyse préalable, genre de DPIA comme en GDPR, mais fondées aussi sur les risques par rapport aux droits fondamentaux. Les amendes seraient aussi, comme dans les textes en GDPR ou en matière de concurrence, liées à des applications des usages non permis par le texte. Et ces amendes seraient un peu plus élevées que dans le GDPR, mais moins élevées qu'en concurrence, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, qui serait contrevenante. L'Union européenne se saisit de la balle et se saisit aussi de ce moment-ci que le Parlement étudie le texte pour introduire des obligations pour les IA dites génératives, comme ChatGPT, comme Philippe l'a mentionné auparavant. Mentionnons qu'on les appelle génératifs, elles génèrent du contenu, elles génèrent
quelque chose par après suite à un prompt que l'on a introduit. Et là aussi, ces IA dites génératives subiraient des obligations de transparence, d'explicabilité dans le texte européen, une transparence sur quelles sont les données qui ont servi à leur entraînement. Ont-elles utilisé des données protégées par le droit d'auteur ou pas dans leurs données d'entraînement? Voilà, on voit que les parlementaires européens, vu qu'ils arrivent un peu en dernier lieu dans l'analyse du texte, se saisissent des dernières nouveautés pour tenter aussi de les encadrer par de futurs textes européens. On l'espère qu'ils seraient finalisés pour la fin de l'année 2023 et publiés au journal officiel avant les élections européennes de mai 2024, car sinon, réétudier la matière, remettre le texte sur la table par après serait très difficile. Merci beaucoup. Voilà, le défi a été relevé en 3 questions. On a fait un beau tour de ce qu'est l'intelligence artificielle et son cadre juridique, technique et éthique. Et donc, je rappelle que l'ouvrage Révolution artificielle de Philippe Dambly et Axel Bellen sera prochainement disponible au sein des éditions Anthemis. Merci beaucoup.